Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Comme promis, aujourd'hui, épisode Bourgoin-Wevelgem. Je sors l'épisode seulement la veille, j'espère que vous aurez le temps de l'écouter. En tout cas, il fallait quand même attendre le 3 pour pouvoir faire cette preview de Grand Wevelgem, c'était assez important. Donc ce que je vous propose au programme du jour, on parle rapidement de l'E3, de ce qui s'est passé. Ensuite, on se penche sur Grand Wevelgem, c'est-à-dire d'abord le profil de l'étape, la météo parce que ça aura un rôle important, comme ça l'a été sur l'E3. Et ensuite, on regardera rapidement quels sont les engagés, qui sont les favoris selon les bookmakers, et quelles seront les stratégies qui seront mises en place par les différentes équipes. Tout d'abord, il faut qu'on parle de l'E3, E3 qui s'est tenu donc ce vendredi et qui a vu la victoire de Mathieu Van Der Poel, ça on s'y attendait, mais dans un scénario auquel on s'attendait pas vraiment. Je m'explique. Évidemment, Van Der Poel était le grand favori. On s'attendait à ce qu'il attaque sur le Tyenberg ou un peu plus loin et qu'il aille partir tout seul et s'imposer facilement. Il y avait quand même quelques doutes sur la condition physique de Mathieu Van Der Poel. On l'avait vu tomber sur Milan-San Remo. On avait vu qu'il n'était pas très bien sur Tirreno avant. Sa chute sur Milan-San Remo posait quelques questions sur notamment sa capacité à tenir un guidon, peut-être aussi potentiellement sur une douleur aux côtes. Bref, il y avait un petit peu d'incertitude quand même finalement. Et dans le Tyenberg, comme prévu, il y a eu une attaque, sauf que c'était pas Van Der Poel, c'était Tim Van Dijk ou Mick Van Dijk. Je veux pas dire de bêtises, je suis vraiment désolé. Belle attaque franchement de Van Dijk et Van Der Poel qui suit, il est le seul. Ils partent à deux, ils reviennent d'abord sur un premier groupe, mais tout de suite après Van Der Poel part tout seul à la recherche de l'échappée. Et donc pendant 20 minutes, il bataille un peu en solo. Van Der Poel pour aller rejoindre 20 km pardon, il bataille un peu en solo pour aller rejoindre l'échappée. Pendant ce temps-là, derrière, ça s'organise pas trop. On voit un Pedersen qui est pas vraiment au niveau. Bon, ça, on peut s'en douter aussi un petit peu que c'était à cause de sa blessure, de son retour assez tardif à la compétition. Mais donc Van Der Poel prend un peu de vent. Finalement, il rejoint le groupe de tête un peu avant le Paterberg, attaque dans le Paterberg, et là, plus personne le suit. Et on se dit, bon, bah, c'est parti pour un numéro en solo pendant 40 km. Sauf que derrière, ça s'attaque, ça s'attaque, ça s'attaque, personne ne coopère. Et à un moment, il y a un groupe de 4 qui sort, de 3 d'ailleurs, qui sort, pardon. Johannes Abramsen, évidemment, Per Strand Hagenes et Florian Vermeersch. Donc 3 gros coureurs. Vermeersch d'ailleurs avait été retardé avant le Tyenberg par un ennui mécanique, ce qui fait qu'il était très mal placé pour le Tyenberg et qu'il n'a pas pu suivre les attaques des gars de devant. Et finalement, donc on a ce groupe de 3 qui se détache, qui reprend Stan de Wulf qui était présent dans l'échappée. Et on a donc un quatuor derrière Mathieu Van Der Poel, un peu plus d'une minute. Et puis l'écart rétrécit, rétrécit, rétrécit. Il y a du vent qui est un petit peu défavorable dans le final. Et puis, bah, on se dit que ça va revenir. Et ça revient très proche de Mathieu Van Der Poel jusqu'à ce que, à 1 kilomètre de l'arrivée à la Flamme Rouge, les 4 de derrière soient vraiment à 10 mètres derrière Van Der Poel. Florian Vermeersch prend son relais. Il est tout proche de finir, de se rapprocher de Van Der Poel. Van Der Poel regarde derrière, dit: «Est-ce que je les attends? Est-ce que je les attends pas?» Mais on voyait que Van Der Poel était bien entamé quand même. Et là, Vermeersch décide de ne pas combler le trou parce qu'il avait déjà pris un relais et laisse les autres le faire. Et là, c'est la stupeur parce que tout le monde se regarde et personne ne veut faire les 10 derniers mètres. Alors, la faute à qui? Est-ce que c'est à Vermeersch qui aurait dû combler le trou, sachant qu'il était fort? Il était vraiment très fort, Florian Vermeersch. Mais en même temps, il venait de prendre le dernier relais. La faute aux autres qui auraient dû prendre le relais de Vermeersch à ce moment-là, probablement la faute d'un peu tout le monde. Et finalement, on laisse partir Van Der Poel. Et Van Der Poel s'impose au bout de l'effort, complètement lessivé, seul. Et derrière, on se joue la misérable deuxième place. Quand on est passé si loin de se jouer la victoire, si proche, pardon, de se jouer la victoire, c'est vraiment un peu dommage. Et le peloton qui finit à 24 secondes, donc pas très loin. Le peloton qui a eu du mal à s'organiser, qui aurait peut-être pu revenir aussi sur Van Der Poel, hein, franchement. Vu le nombre de coureurs qu'il y avait dans ce peloton, évidemment, il y avait beaucoup de coureurs qui étaient cuits, mais on avait de la main-d'œuvre et c'est dommage qu'on n'ait pas su en tirer profit pour aller chercher les hommes de devant. Donc, sentiment un peu particulier parce que on s'attendait à une victoire de Van Der Poel, on l'a eu. Finalement, il a gagné dans des conditions différentes de ce à quoi on s'attendait, notamment une bataille à la fin là, avec ce groupe de 4 qui était derrière. Et puis un peu de frustration quand même, hein, parce qu'on aurait bien aimé que quelqu'un aille prendre ce dernier relais pour aller chercher Van Der Poel. Mais bon, finalement, c'est le plus fort qui s'impose, Van Der Poel, mais il était prenable, même s'il était le plus fort. Parce que si on avait roulé correctement, on aurait pris Mathieu Van Der Poel. Donc c'est un peu frustrant comme scénario malgré tout. Et en termes d'enseignement, bah, on sait que Pedersen n'est pas au mieux. On sait que Van Der Poel est bien, mais est prenable.
et on sait que si on s'allie un petit peu, on peut aller chercher un homme qui part seul devant. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On est vraiment habitué ces dernières années, que ça soit avec Van Der Poel ou avec Pogacar, à un numéro de soliste, et ensuite derrière on s'entend pas et on n'arrive pas à le reprendre. Et là on s'est dit, bah il y avait quand même quatre hommes forts, plutôt trois, hein, parce que Per Strand, Hagenes, Florian Vermeersch et Abrahamsen étaient très forts, Stan de Wulf était très fort, mais il était dans l'échappée donc il était cuit. Et bah là, trois hommes plutôt forts qui s'allient ensemble, et bah ça peut aller chercher un homme qui est tout seul depuis longtemps, qui est tout seul devant pardon depuis longtemps, a fortiori quand les éléments et donc là le vent sont un peu défavorables à l'homme de tête. Donc édition intéressante de l'E3. Je dirais pas que j'ai beaucoup vibré non plus parce que Van Der Poel est parti très facilement. Derrière, ça a pas vraiment bataillé pour le reprendre. En fait, il y a juste ce final où on a cru qu'il allait être pris qui était intéressant. Ce final où on a cru qu'il allait être repris, où les autres se sont regardés, c'était en fait en gros les 2 derniers kilomètres qui étaient les plus sympas de la course. Sinon le reste, on s'est un peu ennuyé, on va pas se mentir. Parlons maintenant de Gand-Wevelgem. Donc Gand-Wevelgem tout d'abord se tient ce dimanche, avec 3 passages dans le Kemmelberg, vous avez l'habitude, 2 fois par le versant du Belvédère et ensuite une dernière fois par le versant de l'Ossuaire qui est probablement le plus dur. Si on regarde par le Belvédère, bon l'ascension est répertoriée à 1,2 km à 6 de moyenne. Mais en fait, ce qui est vraiment difficile, c'est les 400 derniers mètres qui sont pavés et qui sont à entre 10 et 15% de moyenne. Là, c'est vraiment très dur. Le Belvédère, donc, qu'on rencontrera à deux reprises sur ce parcours de Gand-Wevelgem, une fois à 90 km de l'arrivée et une deuxième fois, c'est calculé en même temps, à 60 km de l'arrivée, avant le dernier passage à l'Ossuaire qui, lui, se fait à 35 bornes de l'arrivée. Ce qui est intéressant sur ce parcours de Gand-Wevelgem, c'est que c'est toujours plat jusqu'à ce qu'on arrive quasiment au premier passage du Mont Kemmel. Il y a le Banneberg qui est juste avant le Mont Kemmel, qui est aussi une petite difficulté qui est pas totalement négligeable. On passe une première fois le Mont Kemmel, ensuite on repasse par un secteur pavé, où l'an dernier il s'était notamment passé des choses assez intéressantes avec la crevaison de Philipsen et la chute de Koy, si je dis pas de bêtises, qui était avec Mats Pedersen. Ensuite on repasse le Kemmel et dernière fois par l'Ossuaire, et ensuite il y a quand même 35 km pour aller jusqu'à l'arrivée. C'est long, surtout que souvent c'est un homme seul qui l'est en tête sur ces dernières années et qui doit résister au peloton. Et donc, dans Wevelgem, c'est vraiment une course intéressante parce qu'elle est très ouverte. Elle est longue, 240 km, mais il n'y a pas tant de difficultés que ça. Elles sont bien dosées, elles sont pas forcément très proches de l'arrivée, donc elles sont pas tout le temps décisives. Ça ouvre le scénario à ça ouvre les scénarios à différentes possibilités. L'an dernier, c'était Pedersen qui s'était imposé dans un numéro de soliste devant un peloton immense. Pedersen qui était très 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 fort l'an dernier, donc qui était sorti avec Coy et Philipsen, je le disais, mais Coy et Philipsen avaient eu des ennuis dans le secteur dans le secteur dans le secteur pavé. L'année d'avant, c'était Pedersen qui avait encore gagné. Pedersen qui est recordman de nombre de victoires de l'épreuve, je crois, avec trois sur cette classique-là, qui avait fini avec Mathieu Van Der Poel. Donc ils étaient sortis à deux, les deux plus forts, et finalement Pedersen avait triomphé au sprint devant Mathieu Van Der Poel. C'était aussi une super édition. L'année d'avant, on se souvient encore de ce numéro de la Visma, à l'époque Jumbo Visma, Christophe Laporte, Wout van Aert, qui font un numéro de soliste à deux exceptionnel. Les deux étaient très 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 forts. Et finalement, Laporte avait laissé la victoire avait gagné la course parce que Van Aert l'avait laissé gagner. L'année d'avant, on avait ce groupe de quatre qui était sorti avec Laporte et Binyam Girmay, Dries van Gestel, Jasper Stuyven qui s'était imposé à 8 secondes devant le peloton. Et c'était Binyam Girmay qui avait gagné au sprint, c'était l'acte de naissance de Binyam Girmay. Bref, ces dernières années, sur cette course de Gand-Wevelgem, pardon, qui d'ailleurs s'appelle cette année In Flanders Field from Middelkerk to Wevelgem, puisqu'on part de Middelkerk et qu'on arrive à Wevelgem. Donc on n'est plus vraiment au départ de Gand. Et en plus, il faut rajouter un peu le nom du sponsor pardon, donc on dit In Flanders Fields. Bon, ça restera toujours Gand-Wevelgem dans nos esprits, qu'on soit bien d'accord, mais c'est toujours une course très, très sympa à suivre et cette année, je sens que ça le sera encore. Pour ça, je vous propose qu'on regarde rapidement la météo parce que ça aura un effet assez important sur la course. Alors, il devrait faire beau ce dimanche en Belgique. Quand je dis beau, c'est 10 degrés et nuageux, mais un petit peu de soleil. Il y aura pas de pluie. En revanche, il y aura du vent de l'ouest notamment, qui peut aller jusqu'à 15 à 20 km/h de moyenne. Ce qui est important, c'est que Gand-Wevelgem, évidemment, on tourne un peu en rond parce qu'on cherche à aller prendre plusieurs versants du Mont Kemmel, donc
Vent un peu important, mais qui pourra faire des petites tensions. Peut-être pas de bordure, mais ça sera important. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on va du Kemmel jusqu'à Wevelgem en passant par Ypres sur le retour. Et pour ça, en fait, on fait d'abord du nord, on va en direction du nord-est pour aller à Ypres, et ensuite on va complètement à l'est pour aller de Ypres à Wevelgem, et on a un vent qui vient de l'ouest, ce qui veut dire qu'on aura un vent de dos dans le final. Euh, a priori, les attaquants seront portés donc par le vent de dos pour aller jusqu'à l'arrivée. Et donc ça, c'est assez intéressant, puisqu'on sait qu'en général, c'est une bataille entre les attaquants et le peloton. Bah là, les attaquants auront un petit avantage, parce qu'ils seront poussés par le vent sur le final pour aller sur Wevelgem. Très intéressant à suivre. Maintenant, si on se positionne sur les favoris, les cotes pardon, selon les bookmakers. Vous allez voir, c'est beaucoup plus serré que ça ne pouvait l'être sur le 3, que ça ne pouvait l'être sur Milan-San Remo. Euh, le plus grand favori de cette course, c'est quand même Mathieu Van Der Poel. Il est coté à 4,50. 4,50, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une course de vélo avec un favori aussi mal coté. C'est-à-dire que Mathieu Van Der Poel est le favori, mais il n'y a pas une chance sur deux qui gagne. Là, c'est plutôt une chance sur quatre. Très intéressant à suivre. Si on regarde maintenant la composition de l'équipe de Mathieu Van Der Poel, et bah cette fois-ci, on va jouer avec deux cartes puisqu'il y aura Jesper Philipsen qui sera présent au départ. On sait que Philipsen, donc l'an dernier, il était plutôt en bonne position pour aller s'imposer euh, avec Mats Pedersen, mais il avait eu cette crevaison dans le secteur pavé, le pauvre. Sinon, les résultats de Jesper Philipsen sur Gand-Wevelgem, c'est quatrième en 2024, ce qui était son meilleur résultat, mais il jouait pas non plus la victoire en 2024, puisqu'il y avait eu Pedersen et Van Der Poel qui s'étaient joués la victoire à deux devant. Ce qu'on doit penser de la saison de Philipsen, c'est un peu mitigé. Sur Milan-San Remo, il était évidemment pas là pour jouer la gagne. Il gagne sur Neukurkers grâce à la reprise d'Alex Segert dans les derniers instants. Il fait deuxième du Tour de Bruges, derrière Dylan Groenewegen, donc la renaissance de Groenewegen. Ça fait un peu mal quand même, hein, pour Philipsen, qui est un des meilleurs sprinteurs du monde, de se faire taper au sprint par Groenewegen, mais donc forme un peu mitigée sur Jasper Philipsen. Là, il doit faire quand même une campagne de classique assez solide parce que ses objectifs, c'est bien évidemment Gand-Wevelgem et Paris-Roubaix. Entre deux, il y aura à travers la Flandre qu'il ira faire, où il peut aussi jouer sa carte, le Schedel Price, mais il fait bien évidemment pas le Tour des Flandres, qui est trop dur pour lui. Donc, état de forme un peu compliqué sur Jasper Philipsen, mais il sera dans le peloton qui ira se jouer la victoire ou alors les accessites. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est une bonne carte pour Mathieu Van Der Poel quand même. Sinon, les classiques, Sylvain Dillier, Jonas Rickaert, il y aura Florian Sénéchal aussi, mais donc Van Der Poel sera le grand favori de cette équipe alpecin. D'ailleurs, dans les bookmakers, on voit que Philipsen lui est coté à 10, contre Van Der Poel à 4,50, ce qui montre bien quand même qu'on a une petite ambivalence entre les deux cartes, mais avantage à Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel n'a jamais gagné à travers in Flanders Field, from Middelkerk to Wevelgem, n'a jamais gagné Grand Wevelgem. Il fait quatrième en 2019, neuvième en 2020, et ensuite il n'y est plus revenu jusqu'en 2024 où il fait deuxième. Donc c'est vrai que c'est pas la course qui lui convient le mieux en termes de parcours, parce que le positionnement des monts pavés notamment fait que c'est pas forcément la course qui lui convient le mieux. Donc là cette année il a envie de la gagner. On sait que Mathieu Van Der Poel ne fera pas forcément très long feu dans le vélo et il est obligé de gagner toutes les classiques pavés et celle-ci elle lui manque toujours à son palmarès. Donc évidemment que Mathieu Van Der Poel est très intéressé par gagner Gand-Wevelgem. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'il peut gagner? Et bah a priori en attaquant, parce que si c'est un sprint ça sera plutôt pour Philipsen. Maintenant, est-ce qu'il doit attaquer dès le premier passage du Kemmelberg? Sachant qu'on a vu qu'il était un peu juste sur le 3, heu, c'est le premier passage du Kemmelberg, c'est quand même à 90 km de l'arrivée. Donc peut-être qu'il faut attendre un peu. Ce secteur pavé, peut-être. On verra aussi en fonction de ce que font les autres adversaires, mais je pense qu'il est trop tôt pour partir seul à 90 bornes. Mais sortir dans un premier groupe, ça pourrait être une bonne idée. Il y a ce secteur pavé, entre les 2 passages du Kemmel et ensuite on repasse le Kemmel à 60 bornes de l'arrivée. Je pense que là, il faut faire une sélection, parce que si on attaque seulement dans le dernier passage du Kemmel, on peut pas avoir un avantage de plus de 20 à 30 secondes sur les poursuivants. Et donc, si les poursuivants, c'est des gars qui sont cramés, ça va. Si c'est un peloton, c'est un peu complexe. Donc, je sais pas trop quand Van Der Poel attaquera. Moi, je mise plutôt sur le deuxième du passage du Kemmel, donc le dernier par le Belvédère, avant le passage par l'Ossuaire. Mais ensuite, il y aura quand même ce vent de côté pour aller jusqu'à Ypres, puis de dos pour aller jusqu'à Wevelgem, qui pourra un peu le porter, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, je pense que
De toute façon, il faut que Mathieu Van Der Poel sorte en solitaire. Je vois pas qui pourrait vraiment l'accompagner s'il est vraiment au top du top. Il y avait Pedersen à l'époque, mais Pedersen, on a vu qu'il était un peu moins fringant sur le 3. Il y aura Wout van Aert quand même. Wout van Aert qui peut être un bon candidat pour aller l'accompagner à deux. Je pense qu'au sprint, Mathieu Van Der Poel est quand même favori face à Wout van Aert. On verra quel est l'état de forme de Wout van Aert, mais ça peut être une bonne carte avec qui s'allier pour aller chercher la victoire. Et franchement, ça serait très splendide, un duo Van Der Poel-Van Aert qui va se jouer le sprint à Wevelgem. Après, la question, c'est que Van Aert, lui, en termes de tactique, il a aussi des sprinters. Il a Mathieu Brennan, il a Christophe Laporte. Donc on verra comment ça va se goupiller. On ne sait pas trop quel est l'état de forme de Van Aert. Il semblait fort sur Milan-San Remo, mais donc potentiellement un petit duo Van Der Poel, Van Aert, ça pourrait être très sympa à suivre. On verra comment les deux pourraient s'entendre. On sait qu'il y a toujours un petit peu d'animosité, même s'ils se respectent énormément. Donc ouais, je pense que la stratégie pour Van Der Poel, c'est de sortir dans le deuxième passage du Kemmel et aller creuser les écarts là dans le Banneberg, et puis le deuxième passage du Mont Kemmel, et ensuite résister le plus longtemps possible jusqu'à l'arrivée, avec donc ce vent qui portera entre Ypres et Wevelgem, donc sur les 25 derniers kilomètres, on aura un vent de dos, ce qui sera plutôt favorable pour un attaquant. Donc je pense que ça sera la stratégie de Mathieu Van Der Poel. Il a très envie de gagner cette course-là, donc je pense pas qu'on joue vraiment la carte Jesper Philipsen pour être honnête. Surtout que Philipsen cette année, c'est pas la meilleure des garanties en termes de sprint. Donc c'est la stratégie que je vois pour la Alpecin. Ensuite, côté à 6,50, on a Mats Pedersen. Donc Mats Pedersen, en fait, il est coté à 6,50 parce qu'il peut gagner sur plusieurs profils, je pense. Il peut gagner à la fois au sprint, si c'est le peloton qui se joue la victoire, et il peut aussi gagner en étant dans un petit groupe qui va se jouer la victoire, voire même en solitaire. Même si en solitaire, là, je le crois pas parce qu'il est moins fort que Mathieu Van Der Poel sur cette course-ci, sur la forme du dernier temps. Et donc sur cette course-ci, je le vois pas lâcher Van Der Poel. Donc soit il gagne dans un petit comité qui se joue la victoire en échappée, soit il gagne sur le sprint du peloton. C'est pour ça qu'il est coté à 6,50. Mats Pedersen qui a donc remporté à 3 reprises cette course-là, donc en 2020, 2024 et 2025. Après, dans l'équipe de la Lidl Trek, on n'a pas encore la start list définitive, mais on annonce la présence de Jonathan Milan, de Matthias Vacek, de Soren Kragh Andersen. Donc c'est une équipe très très forte. Et bah, Jonathan Milan, ça peut être une très bonne carte au sprint. Et si jamais il y a sprint et que Mats Pedersen et Milan sont dans le même groupe, ah bah, je pense qu'à ce moment-là, on jouera plutôt la carte de Milan, notamment parce que il va plus vite au sprint, je pense, mais aussi parce que Milan n'a jamais gagné à travers la Flandre, alors que il l'a gagné 3 fois, Mats Pedersen. À noter que Milan, quand même, il fait cinquième en 2024. Cinquième en 2024, c'était l'année où on l'a vu très très fort cette année-là. Jonathan Milan. Et troisième en 2025, bah oui, parce que en 2025, il y avait Mats Pedersen qui allait s'imposer tout seul devant, mais derrière, il y avait un peloton qui jouait la deuxième place. Et ce peloton était réglé par Merlier devant Jonathan Milan. Donc Jonathan Milan, très très bonne carte aussi. Lui, il n'y a qu'un seul scénario dans lequel il peut gagner, c'est le peloton qui vient chercher la victoire. C'est pas totalement impossible, parce qu'on a vu que Pedersen, pas au top, donc peut-être que la Ligne Trek jouera plutôt la carte Milan. On a vu que Van Der Poel, bah, fort, mais pas non plus aérien. Et puis il y aura beaucoup, beaucoup d'équipes qui voudront un sprint. On en reparlera juste après. Donc ça peut être une carte aussi pour Jonathan Milan. Donc je sais pas trop comment vont la jouer la Lidl Trek. Forcément, il y a beaucoup de bons coureurs. Il faudra faire un choix. Et étant donné que Pedersen n'est pas encore dans une forme olympienne, d'après ce que j'ai pu voir sur le 3, bah, j'ai peur qu'on joue la carte Milan. Je dis j'ai peur parce que je préfère Mats Pedersen, mais pour la Lidl Trek, franchement, si Pedersen ne se sent pas très bien, et si devant, il n'y a pas trop de mecs qui sont esselés depuis le Kemmelberg, alors à ce moment-là, il faudra peut-être jouer la carte Jonathan Milan au sprint. Matthias Vacek est coté à 75. Il est très fort, mais je pense que il n'y a aucun scénario de course dans lequel il joue sa carte. Ce sera soit Pedersen, soit Milan, donc c'est pour ça qu'il est coté à 75. En tout cas, gros collectif annoncé de la Lidl Trek. Ils sont capables d'en mettre partout, ils sont capables de jouer au sprint, donc ça sera très intéressant de suivre leur stratégie. Et en fonction de s'ils décident de jouer pour Pedersen ou pour Milan, ça peut vraiment avoir un impact sur le déroulement de la course. Parce que s'ils cadenassent pour Milan, bah dans ce cas-là, il n'y aura pas d'attaque de Pedersen et il y aura un très gros collectif pour rouler avec le peloton. Donc franchement, la Lidl Trek a pas mal les clés en main pour cette course. Côté A8, troisième favori, ex aequo, Mathieu Brennan ou Wout van Aert. Et donc là se pose la question de la stratégie de la Visma Lease the Bike.
On va parcourir rapidement la liste de départ de la Visma Lease a Bike. Wout van Aert, Mathieu Brennan donc, Christophe Laporte, mais c'est pas tout, Tim Rex, Timo Kilic, Owen Dool, Eduardo Affini. Donc pas de Bertrand Dagenais sur cette à travers la Flandre, sur ce In Flandersfield, pardon, Gand-Wevelgem, mais beaucoup de gros rouleurs et a priori 3 cartes avec Christophe Laporte, Mathieu Brennan et puis Wout van Aert. Je pense que le leader reste quand même Wout van Aert. Il avait l'air d'être très fort sur Milan-San Remo. Laporte un peu juste sur le 3, même si là c'est une course qui lui convient bien évidemment mieux que le 3. Christophe Laporte, il est coté à 20 pour information. Le problème de Laporte, c'est qu'en fait, si ça se joue au sprint, ça sera pour Brennan, parce que je pense que Brennan sera là. Et si ça se joue en échappée, en attaque, ça sera plutôt pour Van Aert. Donc Laporte, il a ce rôle un peu de lieutenant qui gagne dans aucune des configurations. Donc à moins qu'il y ait un ennui mécanique, ou à moins que il soit très fort et il s'assole à l'avant avec des mecs comme Van Der Poel et que Van Aert ne soit pas capable de suivre, c'est un peu difficile pour Christophe Laporte d'aller imaginer un scénario de course dans lequel il pourrait s'imposer. Heu, Après ceci dit, Laporte, il fait quand même un bon début de saison. Il a déjà gagné, Gand-Wevelgem, il a déjà fait 2e. On se souvient l'étape, l'année où il y avait bien Girmay, donc évidemment une course qui lui convient bien, mais je pense qu'il aura un rôle d'équipier. Maintenant Mathieu Brennan, c'est une carte très intéressante aussi. Début de saison, du côté de l'Australie, où il allait chercher une étape sur, le Tour Down Under. Il allait chercher Kuurne, Bruxelles-Kuurne après, sur le week-end d'ouverture belge. Donc ça, c'était au sprint devant Mozzato, Trentin, Lorenz Rex, Tobias Lund Andresen, ça c'est important. Donc c'était un gros groupe et il est capable d'aller chercher la victoire là-dessus. Je pense que c'est un profil qui lui convient bien. On sait qu'il grimpe plutôt bien quand même. Il a pas peur des pavés, des courses très longues. Il a que 20 ans, hein, Mathieu Bernal, mais déjà mûr pour aller faire un beau résultat sur Grand Game. Seul ombre au tableau, il n'a jamais participé. Donc on verra s'il est capable de tenir la longueur. Mais en tout cas, c'est une très très belle carte au sprint, une meilleure carte au sprint que Wout van Aert, puisque lui, Wout van Aert, a désormais un punch un peu moins bon, on dirait, que ce qu'il avait par le passé. Donc difficile de gagner au sprint. Et en plus de ça, il a peur de se placer, ce qui est un peu compliqué. Donc Van Aert, lui, ça sera tout pour l'échapper, je pense. L'avantage pour lui, c'est que le premier passage du Kemmel devrait faire des sélections et devrait lui permettre d'être bien placé. Après, le seul problème, c'est que s'il est mal placé en bas du passage du premier Kemmel, euh, ça risque d'être compliqué de pas se faire ralentir par tous les coureurs qui seront un peu distancés dans cette première ascension. Donc je pense que pour Van Aert, ça sera primordial d'être bien placé en bas du premier Kemmel. Il peut y avoir une première sélection dans ce Kemmel, et s'il y a une sélection, il en fera bien évidemment partie. Et après, ça lui simplifiera le reste de la course parce que s'il y a moins de coureurs, il y aura moins de difficultés à se placer. Et donc, il pourra mieux jouer sa carte. Mais très clairement, c'est une course qui lui convient parfaitement sur le papier. Il a déjà remporté une fois en 2021. Ça commence à remonter un peu. Il fait deuxième en 2023 en donnant la victoire à Christophe Laporte. Je pense que Van Aert doit jouer à tout prix la carte de l'attaque parce que il n'a plus vraiment la pointe de vitesse qu'il avait à l'époque. Et donc, je pense qu'il faut qu'il s'isole dans un petit groupe. Avec Van Der Poel, ça serait exceptionnel, comme on en parlait avant. Pourquoi pas avec des mecs comme Florian Vermeersch, à la rigueur. Mais il faut pas qu'il y ait un top sprinter dans le groupe dans lequel il est, parce que sinon il se fera battre. Mais je pense que vu les promesses qu'il a semées sur Milan-San Remo, Van Aert est sur une forme ascendante. Ses gros objectifs, c'est bien évidemment le Tour des Flandres dimanche prochain et Paris-Roubaix dans 2 semaines. Donc là, ça serait le bon moment pardon, pour monter en puissance et ça me ferait très plaisir que Van Aert s'impose sur ce Gand Wevelgem. Donc je serais très content s'il arrive à sortir dans le Kemmel. On sait que dans le Kemmel, il y a toujours une ambiance de folie avec énormément de supporters belges. Et Van Aert, c'est le favori des supporters belges, donc il sera poussé très très fort dans cette ascension-là. Et j'espère qu'il sera capable de tenir la route Van Der Poel et qu'il sera capable de s'isoler à l'avant dans un petit groupe. Et ça serait top, top, top qu'on ait un groupe avec Van Der Poel et puis Van Aert. Mais donc en termes de scénario pour la Visma, carte un peu hybride avec Laporte, mais qui devrait être plutôt lieutenant. Carte du sprint avec Brennan et carte de l'attaque avec Wout van Aert. Et je pense que si jamais il y a un regroupement, Wout van Aert se mettra bien évidemment au sprint de Laporte et Brennan qui font tous les deux plus vite que lui. Et surtout Brennan, hein. Je pense que ça sera la carte majoritaire jouée au sprint. C'est pour ça qu'il est coté à 8 pour les bookmakers, alors que Laporte est à 20 et Van Aert aussi à 8. Côté à 10, on en a déjà parlé, Jasper Philipsen et Jonathan Milan, qui tous les deux auront le rôle du sprinter dans leur équipe, même s'ils ont un coureur très fort.
Donc on verra si l'un ou l'autre est capable de s'imposer. Ça fait un peu mal quand même quand on regarde les 6 favoris de ce Milan-San Remo. On a Van Der Poel à 4,50, Pedersen à 6,50, Brennan et Van Aert à 8, Philipsen et Milan à 10. Et bah, ça fait 6 coureurs qui sont dans les 3 mêmes équipes. Donc on aura 3 équipes qui vont vraiment avoir un rôle majeur sur cette course-là. Et c'est un petit peu dommage quand même. Et donc ça montre vraiment que c'est ces 3 équipes-là qui auront les cartes en main. Pour la victoire, un qui n'aura pas trop les cartes en main, et il est coté à 12, c'est Tobias Lund Andresen. Carte intéressante. Heu, Lund Andresen, moi j'avais un peu craché dessus sur le 3 en disant que je le voyais pas faire un bon résultat, alors qu'il était très, très bien coté par les bookmakers. Heu, Finalement il fait un bon résultat, hein, il fait 6e sur cette E3, mais il a jamais été en position de jouer la victoire. Et il aurait pu se jouer la victoire si jamais le peloton était revenu. Donc il faut quand même mettre ça à son palmarès. Donc les 5 premiers, c'est les 5 qui étaient échappés. Et lui, il règle le sprint du peloton devant Laporte, Gianni Vermeersch, Mats Pedersen, Matteo Trentin. Donc ça montre qu'il tenait une bonne forme quand même. Mais il a besoin d'être emmené en fait, Tobias Lund Andresen. Et donc lui, il va très vite au sprint, mais il a besoin que ça arrive au sprint. Et donc on verra comment ça va se passer du côté de la Decathlon CMA-CGM. On a une belle équipe avec de gros lieutenants. Je pense à Dan Houle, Sander de Pestel, Oliver Nassen, bien évidemment. Il y aura pas Stan de Wulf qui sera pas au départ. Et puis il y aura Stéphane Bisseguer. Stéphane Bisseguer, moi j'aime beaucoup, mais je pense que là c'est pas la course qui lui convient le mieux. Donc à mon avis quand même, on va mettre tout pour Tobias Lund Andresen sur cette course-là. Et donc ça va devoir jouer groupé du côté de la Decathlon CMA-CGM pour espérer un sprint. Et il y a d'autres équipes qui ont intérêt à jouer groupé pour un sprint. Il y a par exemple la Soudal Quickstep avec Paul Magnier qui est coté à 15. Donc très intéressant Paul Magnier sur ce profil-là, c'est une course qui lui convient bien. La Soudal Quickstep qui est une grosse équipe, encore une fois, avec Stuyven qui sera présent, Yves Lampart, Lorenz Rex, donc beaucoup de gros coureurs. Et puis Paul Magnier. Paul Magnier qui devrait être le leader, même si au sprint, Lorenz Rex, c'est pas dégueu. Euh, un peu déçu de Jasper Stuyven sur cette E3, il n'a pas été capable d'être acteur, alors que j'attendais beaucoup de lui. On n'a pas trop vu Dylan Van Baarle non plus, ce qui était un peu dommage. Mais donc la Soudal Quickstep pourrait vraiment tout jouer au sprint, je pense, sur cette édition, puisque Stuyven n'a pas été aérien sur le 3, je le vois mal être capable de s'envoler sur les monts du Kemmelberg. Donc à mon avis, ça sera tout pour Paul Magnier. Il y aura Lorenz Rex quand même de présent. Lorenz Rex, on sait que ça va vite au sprint, mais pas autant que Paul Magnier, donc je pense qu'il jouera le rôle de poisson pilote s'il est présent pour jouer le sprint. Lorenz Rex, 10e de l'an dernier, 16e en 2024, donc coureur quand même solide. Et il sera là si jamais le peloton doit jouer la victoire. Et j'espère que Paul Magnier le sera aussi. Paul Magnier, comment dire? Peut-être la meilleure carte française puisque Laporte sera un équipier sur cette équipe, sur cette édition-ci de Gand-Wevelgem. Mais Paul Magnier fait un début de saison un peu mitigé, hein. Il allait chercher son étape autour d'Algarve, ces 2 étapes d'ailleurs, mais pas de victoire sur Tirreno Adriatico, Attico, un peu transparent sur le week-end d'ouverture en Belgique à Lomloop et puis à Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Sur le papier, c'est une course qui doit lui convenir parfaitement, à Paul Magnier. Ça monte un petit peu, mais pas trop, donc il est capable de résister. C'est un coureur très endurant, il va très vite au sprint, donc si jamais ça se joue au sprint et qu'il est là, c'est forcément une très bonne carte. Mais j'ai un peu peur de son état de forme sur ces dernières courses. Et j'ai peur qu'il soit pas à la hauteur, qu'il soit pas dans le peloton, qu'il se joue soit la victoire, soit les places derrière les vainqueurs. Donc un peu peur pour Paul Magnier, alors que c'est une course qui lui convient évidemment très très bien sur le papier, mais forme un peu mitigée, donc c'est pour ça qu'il est coté qu'à 15. Au sprint, il est aussi rapide peut-être qu'un Tobias Lund Andresen. Il doit jouer dans la cour d'un Jonathan Milan, d'un Philipsen ou d'un Brennan. Et s'ils sont tous mieux cotés que lui, je pense que c'est parce que on a un peu des doutes sur l'état de forme de Paul Magnier et on n'est pas totalement certain qu'il soit là pour jouer la victoire dans l'emballage final. Donc coté à 15, Paul Magnier. Coté à 25, Jordi Meus. Jordi Meus qui devrait être le leader de la Bora. On avait parlé de la Bora sur le 3, qui avait une très belle équipe, avec les Van Dijk, avec Tratnik, avec Pitti, Gianni Vermeersch. Ils seront encore tous présents au départ. Donc, grosse, grosse équipe. Jordi Meus, Gianni Vermeersch, Laurens Pitti, Jan Tratnik, Nick Van Dijk, Tim Van Dijk. Autant de coureurs qui peuvent faire des étincelles sur cette course-là, qui peuvent rendre la course difficile.
Après, ça dépendra du scénario de course qu'on privilégie. Euh, on a peut-être plutôt intérêt à jouer groupé, parce qu'on a vu que Van Dijk n'était pas capable d'accompagner, pardon, Van Der Poel sur le 3. Pity, pareil, c'est plutôt une carte au sprint aussi, même si Pity, on se souvient de son édition de Gand Wevelgem 2024 qui était complètement sublime, qu'il avait révélé au grand public. Il était très très fort à ce moment-là. Est-ce qu'on doit jouer sa carte ou la carte plutôt Jordi Meus au sprint? Difficile à dire. Il y a Gianni Vermeersch aussi qui est dans une grande forme en ce moment. Euh, Selon les bookmakers, ça sera plutôt pour Jordi Meus. Alors Jordi Meus, il fait un bon début de saison hein, quand même. Il allait chercher le Samin, deuxième à Danilo Nokere. Donc c'est évidemment une course qui lui convient bien. Il a fait troisième en 2024. Si on voit le reste des cotes sur les bookmakers pour la Red Bull Bora, Tim Van Dijk à 75, Gianni Vermeersch à 150. On n'a pas Laurent Pitty, donc je pense qu'il n'était pas encore annoncé sur la course à ce moment-là. Mais Laurent Pitty, très très grosse carte aussi pour la Red Bull Bora sur cette course de Gand Wevelgem. Donc ça sera très très cool à suivre. Ensuite, côté à 35, donc là on commence à aller assez loin, Arnaud Delis. Arnaud Delis qui devrait être donc présent sur cette course. Arnaud Delis, c'est compliqué hein, quand même. 84e pardon, sur le Grand Prix du Denain. Le Denain, il n'était pas en forme. Toujours des débuts de saison compliqués, Arnaud Delis, ces derniers temps. Aux grandes dames des Belges, aux grandes dames des Belges wallons, parce que c'est le grand représentant de la Wallonie, Arnaud Delis. Sur le papier, c'est une course qui doit lui convenir. C'est une course qu'il aurait dû déjà gagner, probablement, mais toujours ce problème de forme en début de saison. Et donc, j'ai l'impression que cette année, c'est la même chose. Donc, Arnaud Delis, évidemment, un profil super adapté pour cette course-là. Il aura quand même de bons coureurs pour l'accompagner. Yeno Blackmos, Belens, Jonas Ruch, mais Arnaud Delis complètement dans le flou par rapport à sa forme et on a très peur qu'il soit pas présent pour jouer le sprint. C'est pour ça qu'il est coté à 35. Donc c'est dommage parce que c'est un coureur exceptionnel Arnaud Delis, mais là on a trop d'incertitudes pardon sur sa forme pour le côté mieux qu'à 35 et moi je pense qu'il sera complètement absent de cette course-ci. Je suis désolé de le dire, mais je pense qu'il va péter très vite, qu'il abandonnera, qu'on le verra pas, j'en sais rien, mais j'ai très peur pour Arnaud Delis, donc ça me ferait vraiment plaisir qu'il soit en forme, qu'il soit capable de jouer la victoire, mais j'y crois très peu. Et a priori, c'est aussi le cas des bookmakers puisqu'il est coté à 35. Coté à 35, on a aussi un autre sprinter, c'est Binyam Girmay. Donc Binyam Girmay qui sera le leader de la formation NSN sur cette course-ci, bien évidemment. Donc Binyam Girmay qui a déjà remporté Grand VL Game. Autour de lui, il y aura Lewis Aski, Hugo Hofstetter, Mathis Louvel, Guillaume Boivin. Donc autant dire tout sera pour Binyam Girmay. Sur le 3, on l'a vu mal placé, très vite lâché. Donc a priori pas la forme du siècle hein, pour Bini. On le rappelle, il allait gagner en Espagne au tout début de saison, mais sur Paris-Nice, il a fait qu'une deuxième place. Il n'a pas réussi à battre notamment Dorian Godon, ce qui était un peu dommage pour lui. Je pense que dans un bon Binyam Girmay, il doit taper au sprint Dorian Godon tous les jours. Donc pareil, c'est une course qui lui convient très bien. Premier en 2022, septième en 2024, septième en 2025. Mais est-ce qu'il sera capable d'être dans les meilleures dispositions pour jouer la victoire? Je pense que non. Parce que là, quand on a cité les noms devant Mathieu Brennan, Philipsen, Milan, Loun Andresen, Paul Meunier, Jordi Meus même, c'est tous des coureurs qui seront présents, je pense, dans le groupe qui se jouera la victoire si il se joue la victoire et si Binyam Girmay y est. Et dans l'état actuel des choses, c'est autant de coureurs qui vont plus vite que lui au sprint. Donc un peu compliqué pour Bini. C'est pour ça qu'il est coté seulement à 35. Euh, Coté à 35, on a aussi Philippe Ogana, mais pour l'instant, la composition n'a pas encore été complètement confirmée du côté des Ineos. Donc on verra si Ghana est présent. Il devait être aussi sur le 3, finalement, il l'a pas été. Milan-San Remo compliqué. C'est pas forcément la course qui lui convient le mieux non plus à Filippo Ganna. Donc moi j'y crois pas trop. Et on passe directement à l'équipe suivante. Côté à 35, on a aussi Soren Warenskjold, qui devrait être le sprinter de l'équipe Uno X. Est-ce qu'il sera le leader? Ça c'est une autre question, parce qu'on a aussi Jonas Abrahamsen qui est annoncé pour l'instant. Et Jonas Abrahamsen, vu la forme qu'il avait sur le 3, il est capable de sortir dans le Mont Kemmel et d'écraser les pédales pour aller chercher la victoire avec un groupe d'attaquants. Après, pour gagner, c'est encore une autre affaire, hein, parce que faut qu'il batte les autosprints.
Donc compliqué, mais on verra si la Uno X décide de jouer la carte de Abramsen en attaque ou alors de Warren Skjold au sprint. Euh, Warren Skjold, quand même, début de saison un peu mitigé, un peu moins bon que les années d'avant, mais on sait que c'est un coureur qui va très vite. Donc si jamais il y a un sprint et qu'il est présent, il faudra faire attention à lui. Mais il va pas plus vite qu'un Brennan, qu'un Deli, qu'un Jonathan Milan, qu'un Philipsen. Donc c'est pour ça qu'il est coté seulement à 35. Je vous propose qu'on passe ensuite en revue vite fait les équipes dont on n'en a pas parlé, parce qu'ensuite les cotes montent très très haut. La Bahrain Victorious, autour de Matej Mohoric et de Alex Segart. Donc Mohoric, j'ai un peu du mal à croire en sa bonne étoile. Sur le 3, il était seulement 56e, on l'a pas vu à l'avant, compliqué. Bah, Alex Segart, finalement, il est dans le groupe qui se joue le sprint sur le 3. Il gagne ce Grand Prix de Denain. Il affiche quand même une bonne forme. Je pense que c'est quand même un peu trop dur pour lui. Les ascensions du Kemmel. Pour monter ses 80 kilos en haut du mont Kemmel, ça demande vraiment beaucoup de force et je pense qu'il ne se jouera pas la victoire. Donc j'écarte un peu cette équipe Bahrain Victorious du scope des équipes à surveiller. La formation IF vient avec Valgren, Lamperti et Asgreen, aussi Michael Honoré, Madis Michels, euh, Casper Asgreen, un peu difficile. Et finalement, il n'a pas participé à l'E3 alors qu'on en avait parlé un peu. Je pense qu'il n'est pas encore en suffisamment bonne forme. Michael Valgren, il était dans le bon groupe pour l'E3, mais pas capable d'attaquer, pas capable d'être en contre. Donc je pense qu'on va plutôt jouer la carte du sprint pour l'équipe IF. Il se pose la question maintenant de est-ce qu'on mise plutôt sur Luke Lamperti ou Madis Michels? Parce que Luke Lamperti fait un beau début de saison. Euh, on se souvient notamment de sa victoire sur Paris-Nice. Madis Michels, ça va aussi assez vite au sprint. Je pense que Michels est un peu plus jeune que Lamperti, même si Lamperti c'est que 23 ans. Un peu moins de références, donc a priori on devrait plutôt miser sur Lamperti si les deux sont présents pour jouer le sprint final. Mais Michels, ça va vite au sprint aussi, donc attention à lui. Mais je pense que ça sera plutôt pour Luke Lamperti. On n'a pas parlé non plus de la Groupama FDJ, euh, FDJ United, qui là a pas vraiment de belles cartes, hein. A priori ça sera tout pour Paul Pénoët. On verra quelle est la composition finale de cette équipe-là, mais bon, sinon c'est pas mieux qu'un sprint pour Paul Pénoët. Ça vise un fond de top 10 avec un peu de chance. Donc pour ça ils sont pas très bien codés, les Groupama FDJ sur cette épreuve-ci. Movistar, a priori autour de Luis Aular. Bon, Ivan Garcia Cortina aussi. On les a vus un peu à l'attaque, les Movistar, si je dis pas de bêtises, sur le 3, mais c'est une course qui leur convient un peu mieux. Il a déjà fait 8e, Garcia Cortina de l'E3, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui vont plus vite que lui, et beaucoup de mecs qui sont capables de s'isoler sans lui, donc je ne les vois pas faire un bon résultat. Jay Alula, avec Driss de Bonte, Pascal Ackermann, je les vois pas faire grand-chose non plus. Pareil pour la piste Costanel, on a quand même John Degenkolb, ce qui est pas non plus n'importe qui, mais il y a Pavle Bittner peut-être qui peut faire un bon truc au sprint, plus que Degenkolb, parce que Degenkolb il commence à être un peu vieux. Euh, Pavel Bittner, donc qui commence à prendre un peu de l'âge, 23 ans, qui a fait des bons résultats à Coxide, au Tour de Bruges, 3e et 6e. Donc pourquoi pas, s'il est dans le groupe qui se joue le sprint, faire un top 10, mais j'en attends pas vraiment mieux. En revanche, il y a une équipe dont on n'a pas encore parlé, parce qu'elle était pas très bien cotée, c'était la UAE. Et UAE, ben, Niels Politt, encore une fois, Florian Vermeersch, Juan Sebastian Molano, Florian, et puis Julius Johansen, pardon. Je pense que on va jouer la carte Florian Vermeersch sur l'attaque. Vu la forme qu'il tenait sur le 3, sur l'Estrade Bianche, sur l'Omloop, il faut jouer sa carte. Il faut qu'il essaye de sortir. Donc on verra s'il est capable de la jouer. Nils Politt, complètement aux abonnés absents sur le 3. Donc je sais pas vu s'il avait un problème mécanique, une chute, mais il a pas l'air dans la forme de sa vie. Et puis si jamais, on a la carte Juan Sebastian Molano pour aller jouer un sprint. Mais je pense que ça sera plus intelligent de jouer la carte Florian Vermeersch malgré tout. XDS Astana autour de Tonissen et Ballerini si jamais ça vient au sprint. Max Canter aussi, potentiellement. Ça peut être des coureurs à suivre sur une arrivée massive au sprint. Mais encore une fois, il y a beaucoup de coureurs beaucoup plus rapides qu'eux, donc difficile d'aller chercher mieux qu'un top 10. Cofidis, pareil. Hugo Page, qui pourra jouer sa carte. Milan Fretin, si jamais il y a un sprint. Mais
pareil que Max Canter, un peu dans le même, je les mets un peu dans le même sachet. Matteo Trentin, quand même, à noter pour la Tudor. Matteo Trentin, toujours très très bien placé, un coureur d'expérience. Sur le 3, il fait 10e. Sur Milan-San Remo, il fait 9e. Bah, je dis pareil sur quand Game. Un top 10. Fond de top 10 pour Matteo Trentin. C'est quand même un coureur d'une régularité assez exceptionnelle sur Gand Wevelgem. Depuis 2018, il a fait 7e, 7e, 3e, 3e, 21e, 10e, 15e. Donc là, je pense que ça vise encore un fond de top 10 pour Matteo Trentin sur cette course-là. Et on va parler rapidement des équipes françaises aussi, puisqu'il y a la Total Energy qui sera présente. Avec Turgis, Turgis m'a fait plaisir sur le 3. On l'a vu attaquer un petit peu. Il semble en bonne forme. Donc peut-être que c'est pas la course qui lui convient le mieux, mais peut-être qu'il jouera aussi un fond de sprint pour jouer en top 10. Mais en tout cas, j'espère le voir un peu à l'ouvrage, Anthony Turgis. Sortir dans un groupe de contre, pourquoi pas, pour faire un peu d'animation, mais ouais, je le surveillerai quand même. Et finalement, les Unibet Rose Rocket, donc il faut qu'on parle, puisqu'il y aura Lucas Kubis qui sera présent au départ. Lucas Kubis, ça peut être une course qui lui convient bien. 5e à Osama, 6e à Nokere. Donc c'est des courses un peu dans ce style-là qui peuvent lui convenir. Et il a une belle pointe de vitesse. Donc ça peut jouer un top 10 pour Lucas Kubis sur cette course-ci. Voilà, on a parlé des équipes, on a parlé de beaucoup d'équipes, parce que tout le monde a un peu sa carte à jouer. En fait, c'est ça qui est un peu particulier avec Gand Wevelgem, c'est que vu qu'il y a toujours un gros groupe qui va jouer le sprint, soit pour la victoire, soit un peu derrière, et bah tout le monde ramène un peu son sprinter maison en espérant que ça fasse un résultat. Et donc Kubic, pardon, des Trentin, des Milan Fretin, des Max Canter, des Warren Skjold, tout ça, en gros, c'est des gars qui ont aucune chance de sortir, encore Trentin, je suis un peu méchant, qui ont aucune chance de sortir et d'aller jouer la victoire s'ils sortent dans le Kemmel. En revanche, si jamais ça se regroupe par chance et qu'il y a un sprint opportuniste, bah pourquoi pas aller jouer leur carte. Maintenant, en termes de scénario, je pense que Van Der Poel a quand même à cœur d'aller chercher cette victoire-là. Euh, Est-ce qu'il sera bien remis de l'E3? On a vu que sur l'E3, il avait joué énormément, donné beaucoup de force dedans. Je pense qu'il aura quand même été assez usé. Il n'y a que 2 jours de récupération, enfin un jour de récupération, c'est seulement 2 jours après. On verra dans quel état il se trouve, Mathieu Van Der Poel, mais évidemment, il attaquera, je pense. Et je pense que lui, sa stratégie, c'est de sortir. Et je le vois bien accompagné d'un Wout van Aert et pourquoi pas d'un Florian Vermeersch. Ça ferait 3 beaux coureurs. Et s'ils arrivent à s'entendre, ils peuvent aller jouer la victoire. Et j'espère qu'ils raviront la place aux sprinters. Même si nous, côté français, on espère plutôt un sprint pour Paul Magnier, par exemple. Moi, j'ai envie que ça soit un groupe qui aille se jouer la victoire. Et je pense que c'est possible avec ces hommes-là. Pourquoi pas un Mats Pedersen, si jamais il a de meilleures jambes ce dimanche que vendredi. Mais sinon, il y aura beaucoup, beaucoup d'équipes qui auront comme objectif de limiter la casse dans les monts et d'aller chercher les attaquants pour jouer au sprint. Et j'espère que le vent d'eau dans le final sera favorable et qui permettra donc à ces coureurs en attaque de remporter la course en conservant leur avantage. Et donc pour ça, je vois bien un Van Der Poel, Van Aert et Vermeersch sortir. Et j'espère un Pedersen, mais je pense qu'il a pas suffisamment la bonne forme suite à ce qu'on a vu. Donc pour moi, c'est ces trois-là qui sont favoris, Vermeersch, Van Der Poel et Van Aert euh, en scénario échappé. Et avantage plutôt à Van Der Poel, parce que je pense que dans un sprint avec ces trois-là, c'est celui qui gagne. Vermeersch, puissant, mais pas trop de vitesse de pointe. Et Van Aert, un peu en déficit de vitesse de pointe ces derniers temps, donc je le vois un peu comme ça. Ça serait cool si Van Der Poel allait chercher cette édition de Gand-Wevelgem, puisqu'il l'a pas encore accroché à son palmarès. Et j'espère que ça sera dans un scénario d'attaque. Et j'espère qu'on aura du gros gros spectacle dans le Kemmel, que ça sera pas une course d'observation. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut espérer côté français? Bah, un sprint avec Paul Magnier, mais ça sera un peu dommage d'avoir un scénario sprint. Et sinon, bah, Christophe Laporte, qui sera donc, je le disais, lieutenant, que ce soit pour Affini ou pour Van Aert. Et peut-être que dans un certain concours de circonstances, il peut jouer sa carte. Si jamais il y a un groupe qui sort à l'avant, avec les hommes que je citais, Pedersen, Vermeersch, Van Der Poel, qui a Van Aert et qui a aussi Christophe Laporte, alors à ce moment-là, il y aura peut-être un jeu d'équipe qui pourra se mettre en place pour la Visma. Mais ouais, sinon, je vois pas trop comment il pourrait jouer sa carte, Christophe Laporte. Il est un peu coincé par la, par la présence de Van Aert et Pitmonen. J'espère que cette
Ce podcast vous aura plu. On a finalement parlé assez longtemps également, mais Gand-Wevelgem, c'est toujours une course très passionnante. Et là, franchement, il y a un peu d'incertitude quand même autour des coureurs les plus forts. Il y a ce vent d'eau dans le final, donc on espère quand même un final très animé et que des attaquants se jouent la victoire. Salut!